Alors ce matin, on va être plutôt sur des apports extérieurs. Cet après-midi, plutôt sur le dialogue concret à partir de ce que vous avez fait collectivement, là où vous en êtes, vos défis, comment vous voyez l'avenir ici à Rouen. Et donc, comme toujours avec l'IHEST, on va commencer à se décaler. Et donc, pour se décaler, on a demandé à un panel de gens qui s'intéressent dans leur action, dans leur réflexion, de manière très forte à l'industrie, mais avec d'autres approches, pour certains d'entre eux en tout cas, que l'opérationnel de l'industrie. Donc, Pierre Musso est bien un philosophe. Il le dira, il s'exprimera en tant que tel lui-même. Ah. Et voilà, donc on aura avec Pierre Musso un regard de philosophe, d'historien sur ce qu'ont été les sciences, l'imaginaire des sciences associées, comment on peut aussi penser à partir de cette histoire. François Bost lui reviendra en détail sur ce qu'est la dynamique de l'économie régionale, des écosystèmes industriels et de leur transformation et de leurs défis. Et puis Catherine Guermont sera peut-être plus dans l'opérationnel, mais avec aussi du recul qui permettra aussi de challenger, y compris le positionnement qu'on a choisi. Parler de zéro carbone 2050, qu'est-ce que ça veut dire quand on se situe pas seulement dans une logique de décarbonation, mais de transition écologique. Et puis qu'est-ce qu'on voit comme tendance, comme enjeu aujourd'hui autour de cette question partout en France et en Europe, puisqu'elle intervient très largement. Donc voilà la première séquence qu'on vous propose. On aura ensuite une petite pause et on réattaquera à la fin de la matinée avec la présentation de la trajectoire d'autres écosystèmes en France pour aussi la mettre en dialogue avec la trajectoire collective des acteurs de Rouen. Donc je laisse tout de suite la parole à Pierre Musso. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, effectivement, moi je vais vous présenter un point de vue philosophique sur l'industrie. Pourquoi ? Parce que je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup travaillé sur Saint-Simon et les Saint-Simoniens, ça c'est l'origine philosophique. J'ai monté ensuite une chaire de recherche sur la modélisation des imaginaires dans l'innovation industrielle, avec des industriels, notamment Dassault Systèmes, Ubisoft, PSA, Orange et Alcatel-Lucent. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'expérience avec le monde industriel à Nantes, dans les Pays de la Loire. Et puis depuis tout ça, j'ai écrit, ça me fait un clip comme ça, publicitaire, plusieurs bouquins sur l'industrie, l'imaginaire industriel, un gros bouquin de 800 pages sur la religion industrielle, puis la renaissance industrielle, et récemment, qu'est-ce que l'industrie, en lien avec l'Expo qui était la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et puis je vais publier un livre de dialogue avec Bernard Charles, qui est le patron de Dassault Systèmes, sur la renaissance de l'industrie. Alors, la question industrielle est omniprésente aujourd'hui dans le débat public, en particulier en France et en Europe d'ailleurs. Et les controverses se multiplient depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Alors, ça veut dire que l'industrie fait question. C'est un phénomène très complexe et qu'on aborde souvent par différentes facettes. L'environnement, ça va être largement le cas pendant ces 2 jours, mais ça peut être par rapport à la politique, l'économie, les sciences, l'innovation technologique, le territoire, bien sûr, ou l'emploi. Alors, il y a une multiplicité de formules qui sont en train de faire florès dans ces débats, qui sont des antinomies que pour ma part je considère comme simplistes, donc ça va vous faire réagir. Désindustrialisation, réindustrialisation, délocalisation, relocalisation, déclin et souveraineté. Et souvent dans des étiquettes un peu savantes, celle qu'avait proposée Alain Tourelle, société post-industrielle, ce qui est évidemment une bêtise, ou mieux, je préfère Pierre Welz, société hyper-industrielle. Mais ce qui est caractéristique de la France, c'est aussi que on a enfermé ces débats sur l'industrie dans des imageries qui sont persistantes, qui nous viennent de la littérature et du cinéma, et qui sont très prégnantes en profondeur dans la société française. Je pense à Germinal, bien sûr, mais aussi Métropolis ou les temps modernes, les 2 grands films, qui ont fait que finalement l'industrie est sous-pensée. Elle est à la fois
un phénomène historique, un fait, ce qu'on appelle l'industrialisation, depuis, mettons, 2 siècles, et en même temps, elle a une vision du monde. Une vision du monde qui a été longuement construite en Europe depuis presque 9 siècles. C'est ce dont je vais vous parler. Alors, non seulement, bien sûr, l'industrie produit et reproduit des objets et des services, ça va de soi. Au-delà de ça, au-delà des produits et des services, des relations, des expériences de plus en plus, et même, elle produit des mondes possibles, elle explore les mondes possibles. C'est évident avec les univers virtuels, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ce qui veut dire qu'elle construit des représentations sociales et elle porte un imaginaire extrêmement puissant, et pas simplement sur les territoires dits industriels comme ici. Et ce, depuis le Moyen-Âge. L'industrie n'a cessé de se métamorphoser. Alors, bien sûr, avec les modes de production, avec les sources d'énergie, les technologies et les réseaux. Mais son imaginaire s'est en même temps modifié et métamorphosé. L'industrie, par exemple, au XIXe siècle, c'est le symbole du bonheur, de la richesse des nations et de la paix. Et à partir du XXe siècle, l'image s'inverse à cause des grandes guerres mondiales industrialisées, des guerres dites industrielles, et la multiplication d'un certain nombre de catastrophes industrielles qui ont inversé, qui fait que cette image, en France particulièrement, a été dégradée profondément, faisant souvent de l'industrie un symbole de pollution, de danger, multiples et autres. Donc, en France, l'image de l'industrie, j'insiste parce qu'il y a eu des enquêtes là-dessus, reste, l'imaginaire et l'image de l'industrie restent assez négatifs et passéistes, parce qu'on associe industrie à usine, et usine à mécanisation du 19e siècle. Alors qu'en même temps, si je veux dire, le catastrophisme ou l'image négative de l'industrie est compensé, heureusement, par une activité économique, source de richesse, d'innovation, bénéfique, il faut le souligner, aux exportations et à la balance commerciale, à la recherche, au développement local et à l'emploi. Et ce qui fait que l'image de l'industrie oscille entre les dystopies, voire la collapsologie, c'est le collapse, lié aux risques, aux accidents, aux catastrophes, et évidemment entre Azerbaïdjan et Toulouse et Lubrizol à Rouen, vous l'avez vécu, et les visions de la croissance économique et du progrès techno-industriel qui, pour beaucoup, apparaît comme illimité, mais se heurtant aujourd'hui aux limites réelles du monde. Alors je vous propose trois idées, 3 remarques pour rester dans la temporalité qui m'est prescrite. Un, c'est de revenir sur la définition de l'industrie. Bien sûr, l'industrie, on la définit essentiellement aujourd'hui d'un point de vue économique. Ensemble des activités économiques, je cite un dictionnaire, ayant pour objet l'exploitation des sources d'énergie et des richesses minérales du sol, ainsi que la production de produits fabriqués à partir de matières premières ou de matières transformées. Mais en fait, la définition de l'industrie n'a cessé de se transformer au cours de l'histoire. Puisqu'au début, si vous voulez, industrie, c'est d'abord une qualité personnelle, une qualité individuelle. C'est l'habileté, c'est le savoir-faire. Et progressivement, cette notion d'industrie a élargi sa signification pour devenir un métier, pour devenir un secteur d'activité productive et pour devenir au 19e une entreprise industrielle et même une société industrielle, le terme ayant été inventé par Saint-Simon dont je vous ai parlé. Étymologiquement, le mot industrie est très, très riche parce que ça vient du latin indou, même en grec, et struere, le verbe latin qui veut dire construire. Donc ça veut dire projeter à l'extérieur le souffle intérieur. On retrouve ça dans ingénieur, le génie projeté à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a 2 actions dans le geste industriel. Il y a la formalisation, la modélisation, l'œil, le cerveau si vous voulez, et puis il y a la main. Il y a la main qui va construire, et c'est le lien entre les deux, c'est souvent présenté comme ça dans des images de l'industrie. Donc c'est un souffle intérieur
qui est dans le corps et qui va être projeté dans des objets, dans des constructions, dans la cité et même au-delà dans la société, puisque on a qualifié non seulement la société d'industrielle, mais la civilisation industrielle. Donc, vous voyez la dimension culturelle prise par l'industrie. Au fond, c'est aujourd'hui un collectif de compétences organisées, souvent dans une entreprise, pour développer une activité de production et de reproduction. Et c'est cette définition économique qui s'est imposée. Aujourd'hui, depuis notamment la Seconde Guerre mondiale, depuis 1947, un économiste britannique, Colin Clark, a défini l'industrie comme un des 3 grands secteurs de l'activité économique. Secteur, vous connaissez ça, primaire, secondaire, tertiaire. Le secondaire, c'est l'industrie, qui est caractérisée non seulement comme intermédiaire, mais comme transitoire. D'où les débats sur la fin ou l'extinction de l'industrie. Et Jean Fourastier, philosophe économiste français, en a fait même une loi du progrès. Alors là, c'est terrifiant, on voit qu'on l'a appliqué parfaitement, puisque non seulement il y a un secteur primaire lié à une activité de progrès technique limitée, mais l'industrie de progrès technique beaucoup très fort, et activité de service tertiaire avec un progrès technique moins fort. À partir de ça, il a prévu que la répartition de la population active arriverait à 5% dans l'agriculture, 10% dans l'industrie et 85% dans les services. En gros, on a réalisé complètement la vision de Jean Fourastier. Et cette approche, elle ne vaut rien aujourd'hui. Elle ne vaut plus rien. Or, c'est celle qui fait toutes les nomenclatures, qui fait tous les discours publics, qui fait toutes les analyses économiques. Pourquoi ? Parce que les frontières... D'abord, il y a une loi du progrès dont on pourrait discuter à perte de vue, qui est quand même le cœur de la réflexion de Fourastier. Mais les frontières entre les 3 secteurs se sont totalement estompées. Je pense que François y reviendra. Elles sont devenues totalement floues parce qu'il y a externalisation de l'activité de l'industrie et il y a intégration de l'industrie dans les activités de service, notamment avec l'informatisation ou la numérisation, la totalité des services sont de plus en plus industrialisés. Donc, il est très difficile de définir un périmètre dit industriel. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'entreprises industrielles aujourd'hui fabriquent pas simplement des objets ou des produits, mais fabriquent du service. Un objet manufacturé aujourd'hui, c'est autant de SAV, de financement, de contrats d'entretien, etc. Donc les nomenclatures ne valent plus grand-chose, et je préfère la définition finalement qu'a donnée François Perroux, un autre économiste philosophe, qui est de dire l'industrie, c'est une création collective. C'est-à-dire, c'est une organisation de communautés de travail, utilisant évidemment des matières premières et des sources d'énergie, mais partageant, et j'insiste sur ce point, c'est pas simplement une communauté de compétences laborieuses, partageant une vision, partageant même pour certains une mission, voire une foi industrialiste, puisque moi j'ai parlé de religion industrielle. Qu'est-ce que je veux dire là ? Si je fais un discours plus savant, je dirais que l'industrie, je préférais industrialité qu'industrie. L'industrialité, c'est 2 choses fondamentalement. C'est un phénomène historique qui est l'industrialisation, que vous connaissez bien, depuis 2 siècles à peu près, et c'est une vision du monde, que pour ma part j'ai appelée industriation. Donc c'est la combinaison des 2, une vision et un fait. Si je regarde, deuxième remarque, l'histoire très vite de l'industrie. Il y a eu de nombreux travaux d'historiens. On peut faire remonter l'industrie classiquement à la machine de Watt, c'est une ânerie. Mais on peut aller beaucoup plus en amont, et plusieurs l'ont fait, c'est-à-dire à peu près 9 siècles, au Moyen-Âge, au XIIe, XIIIe siècle. Il y a eu une première révolution industrielle au XIIIe siècle, liée à l'énergie hydraulique, moulin à foulon, nombreuses innovations technologiques. Elles s'opèrent, et il y a les premières sociétés par action qui apparaissent. Par exemple, les moulins du Balzac à Toulouse, c'est très documenté, sont déjà une société par action, XIIe siècle. Mais vous avez les verreries de Murano ou l'Arsenal de Venise, bien sûr, qui sont très connus.
pour cette première révolution industrielle, elle va être portée et pensée dans les monastères, en particulier par les cisterciens. Les cisterciens, puis un peu les franciscains, mais surtout les cisterciens, sont les pères réels, à la fois dans l'action, dans l'agir productif, si vous voulez, et en même temps dans la pensée de l'industrie. Et c'est d'autant plus important le monastère, qui est une préfiguration de l'usine, qu'ils appliquent déjà la règle de Saint-Benoît d'organisation de la vie collective. Donc c'est une communauté, l'industrie de travail, de compétences organisée avec des temporalités. Et vous le savez bien, la question des temporalités dans l'industrie, c'est fondamental. Et Saint-Benoît, en fait, c'est toujours le père. Vous allez suivre des séminaires de management, tout le monde va commencer par Saint-Benoît. Voilà. Saint-Benoît, c'est le père et l'ancêtre du management. XVIIe siècle, deuxième ajout, si je puis dire, la modification du XVIIe siècle, la naissance de la science moderne, je ne développe pas, va faire que la manufacture, faire avec la main, va se développer en lien avec l'académie et les académies royales, notamment en France et en Angleterre. Et il y a deux grandes figures symboliques, si je puis dire, de cette vision du monde. En France, il y a Descartes, bien sûr, pour la pensée, et il y a Colbert pour la manufacture. Et en Angleterre, c'est le chancelier, Lord Bacon, Francis Bacon, qui a été qualifié par Frank Popper de prophète de la révolution industrielle. Et je crois que c'est très juste. En gros, la science à l'académie, l'agir productif à la manufacture. Au XIXe siècle, l'usine va succéder à la manufacture et devenir même le symbole, avec la mécanisation, de l'industrie. Et l'importance de l'usine, c'est qu'elle peut être déconnectée de la source d'énergie, puisque jusque-là, que ce soit le monastère ou la manufacture, était liée à l'énergie hydraulique, donc à proximité des fleuves ou des cours d'eau. Là, grâce à la vapeur, la houille, le chemin de fer, etc., et l'électricité, elle peut être délocalisée. D'où l'accentuation de l'urbanisation, bien sûr, et de la concentration des travailleurs. Après 1850, ce qui va se développer, mais là pour le coup largement aux États-Unis, qui prennent le relais et qui devancent l'Angleterre en matière de développement industriel à la fin du 19e, ce sont les très grandes entreprises nord-américaines et les entreprises pionnières qui sont toujours là, des grandes marques, Lewis, Standard Oil, Coca-Cola, Philips ou Schweppes, qui se développent déjà là comme des trusts. Et cette très grande entreprise va amener une grande innovation, c'est le travail à la chaîne, dont Charlie Chaplin, évidemment, fait la critique, introduit ce travail à la chaîne par le modèle fordiste et le taylorisme. C'est résumé dans un slogan, dans une expo universelle de Chicago en 1933, qui porte sur le progrès. Par cette formule assez extraordinaire, la science trouve ou découvre, l'industrie applique et l'homme suit. Alors, après cette rapide rétrospective, 5 minutes, la prospective, puisque je sais que vous allez vous lancer dans la prospective sur l'industrie du futur, je dirais que l'industrie, les industries ont cette capacité à produire en permanence à travers des industries de l'imaginaire, en particulier comme le cinéma, si vous voulez, ou la vidéo ou le logiciel, de produire leur propre futur. Ça, c'est une caractéristique que peu ont vue. C'est que non seulement elle produit des objets, des services, des relations, mais elle produit des représentations, et ces représentations lui permettent de se métamorphoser en permanence. Et le moteur de l'innovation, ce sont ces représentations. C'est pas simplement l'innovation technique, comme on le dit trop souvent. Alors quand on pense le futur, pour voir donc les imaginaires industriels qui sont en gestation actuellement, on peut dire, pour simplifier, qu'il y en a 3 grandes catégories. La première, c'est la réinvention continue de l'industrialisation par l'innovation technique et scientifique. Et même techno-scientifique. Aujourd'hui, ce sont les techniques qui tirent les sciences. La deuxième grande figuration, c'est la décentralisation, on l'oublie trop, industrielle, par la société elle-même. Une industrie collaborative. Et la troisième grande figure, c'est celle sur laquelle vous allez travailler, qui fait consensus, je dirais.
C'est une nouvelle relation, si on veut, dans des termes industrie-nature, écologie industrielle, transition écologique, etc. Alors, la première vision, celle qui est tirée par l'innovation technoscientifique, elle est assez simpliste, c'est-à-dire les technos tirent et l'innovation tire l'ensemble de l'industrie, donc il suffit de capter l'innovation et d'assembler les innovations. Alors il y en a pléthore, les robots, les outils de simulation, le big data, l'intelligence artificielle, la production additive, réalité augmentée, blockchain, cloud, etc. Donc on prend toutes ces briques technologiques, on les assemble, et c'est comme ça qu'a été monté le programme allemand d'Industrie 4.0, il y a une dizaine d'années, 4e révolution industrielle, pour faire les usines intelligentes, connectées, personnalisées, digitales, et j'en passe. Évidemment, sur ce modèle allemand, c'est constitué le programme chinois. C'est d'ailleurs pour ça que le chancelier Scholz s'est rendu récemment en Chine, sur le Made in China en 2025 et ce qu'ils appellent la super maison de la production 2028. Finalement, c'est un agrégat de technologies, d'innovation, avec des progrès considérés comme illimités. Mais c'est aussi la représentation profonde de la Silicon Valley. Donc cet imaginaire techno-messianiste, je l'appelle, il est partagé aussi bien par la Silicon Valley, la côte ouest des États-Unis, que par exemple, l'Allemagne ou la Chine. La deuxième vision me semble intéressante et trop négligée. C'est celle dans laquelle la société civile elle-même, qui prend le contre-pied de cette approche, développe de nouvelles formes revalorisant le travail manuel, même le bricolage, la coopération, avec deux mouvements, le mouvement low technology, c'est-à-dire la reprise des technologies douces, etc., et le mouvement des makers, qui était parti des Fab Labs en particulier, avec le recyclage, et ce mouvement qui se développe très fort, notamment aux États-Unis, généralisé aussi sous la variante start-up, c'est-à-dire l'idée tous entrepreneurs ou tous innovateurs individuels, avec l'idée d'une décentralisation et d'une collaboration. Ce deuxième mouvement est trop négligé, il est très important. C'est une forme d'industrie de la société, si vous voulez. Alors il y a des visions plus radicales à l'intérieur de ce mouvement venu de la société. Évidemment, c'est un récit dystopique, c'est-à-dire de carrément aller vers la fin de l'industrie au nom de la décroissance ou autre. La troisième vision, qui est consensuelle, je n'épilogue pas puisque vous allez en parler longuement, c'est celle qui tourne autour de ce que certains ont appelé l'écologie industrielle, Erkman en particulier, autour de la décarbonation, de la sobriété et des énergies renouvelables. Conclusion, 2 minutes. On pourrait dire que, toujours à la SERP, au début du XXe siècle, c'était le primat de l'offre qui pilotait l'industrie, c'est le Fordisme. Ford disait le client peut choisir la couleur de sa voiture pourvu que ce soit noir. Au milieu du 19e, au milieu du 20e, le primat de la demande s'est imposé. C'est le toyotisme, ce qu'on a appelé, c'est-à-dire le client pilote le processus de production, et même en temps réel, grâce à la remontée d'informations, c'est le modèle Zara, par exemple. Depuis la fin du XXe siècle, c'est un système de coproduction, si on veut, entre l'offre et la demande, et d'économie contributive de la part des consommateurs à travers les réseaux, et c'est le modèle de la plateforme, notamment sous la figure des GAFAM. Pourquoi ? Parce qu'il faut un ajustement permanent entre les expériences de l'industrie et les expériences des utilisateurs. Et parce qu'il faut que les imaginaires entre les deux puissent coïncider et converger sur une production collective. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est à l'époque non plus de la manufacture, mais on pourrait l'appeler la servofacture. Ce qui est premier de plus en plus, c'est la production de connaissances et d'imaginaire. On dit de façon banale créativité, mais ça ne va pas du tout. C'est connaissances, acquisition de connaissances de plus en plus importantes, et imaginaire, qui sont les moteurs de l'industrie aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le système de production, aujourd'hui, ce n'est pas
la chaîne telle que Charlot la met en scène, c'est le système d'information. Les grandes entreprises, leur système de production, qui permet aussi la mondialisation, c'est le système d'information. C'est le centre nerveux de toutes les institutions, d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on pourrait parler, d'ailleurs, d'un industrialisme cognitif, si vous voulez, ou créatif, si on veut prendre ce terme. Alors, c'est pour dire mon dernier mot. C'est que si on regarde la côte ouest américaine, tout le monde va s'agenouiller à la Silicon Valley devant les réalisations des GAFAM. Mais ce que peu voient, c'est qu'à côté de la Silicon Valley, il y a Hollywood. La porte à côté, 500 km. D'ailleurs, Elon Musk voulait faire, je ne sais pas s'il le fera, Hyperloop, pour connecter les deux, pour y être à une demi-heure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les usines à innovation technologique, les plateformes, ne fonctionnent bien que parce qu'elles sont connectées aux usines à fiction, aux centrales à imaginaire, si on veut les appeler comme ça. Je vous donne 3-4 exemples. Steve Jobs, il devient patron de Pixar, puis de Walt Disney, qui est le studio qui marche le mieux d'ailleurs d'Hollywood. C'est pas pour rien. Et Spielberg fait le chemin inverse. Et si vous regardez, je vous cite 2 films, blockbusters, mais je vous en cite 3 pour finir. Minority Report 2004, 2007, Smartphone. Matrix, qui vient de Gibson, de la science-fiction. L'IA et les univers virtuels. Stephenson, le métavers de Zuckerberg. Et puis Avatar et les univers virtuels. Vous voyez que si vous n'avez pas aujourd'hui une usine à fiction sur un territoire industriel, je m'adresse, vous perdez un des moteurs majeurs. Ce n'est pas simplement le lien avec tous les acteurs du territoire, en particulier le monde des sciences et des techniques, bien sûr, et les académiques en particulier, mais c'est le lien étroit avec ces usines à fiction qui devient un moteur des usines à fonction, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les techniques sont à la fois, et c'est mon dernier mot, fonctionnelles et fictionnelles. Merci. Merci Pierre. On va poursuivre avec François Bost, puis Catherine Guermont, et ensuite on aura un temps d'échange autour de ces premières contributions. Donc François Bost, nous passons de la philosophie à la géographie économique et régionale. Merci beaucoup. C'est toujours difficile de passer après mon voisin que je connais bien, et je vous recommande ses ouvrages. J'avais lui faire sa pub. C'est roboratif et franchement, ça va au-delà du décapage. Je veux dire, oui, c'est très décapant parce qu'on voit qu'on a des visions très figées, et c'est vrai qu'on continue souvent d'enseigner de manière assez figée, même si quand on lit Pierre Musso, on a envie tout de suite et c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes cours, je montre effectivement que l'industrie n'est pas complètement ce que l'on en dit dans les livres, et je me désole de voir qu'à l'Éducation nationale, quand vous feuilletez les manuels scolaires de nos enfants, c'est effrayant. C'est effrayant parce qu'on enferme encore dans Germinal et dans les temps modernes. Quelle est l'image de l'entreprise, de l'usine? Eh bien, c'est encore une vision tellement dépassée. Et je peux comprendre, c'est aussi enseigné par des gens qui n'aiment pas l'entreprise, il faut être très clair, qui ne savent pas ce que c'est que le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie encore moins. Mais c'est encore aussi vrai dans le supérieur, avec des visions complètement passéistes. Alors, en tant que géographe spécialisé de questions industrielles depuis 30 ans, vous allez voir, je vais faire la soudure avec ce qui a été dit. D'abord, je suis ravi de me trouver parmi vous, parce que c'est un débat qui n'aurait peut-être pas eu lieu il y a 10 ans, ou peut-être un peu moins. Moi, je travaille sur ces questions depuis longtemps, mais j'ai vu évoluer aussi extrêmement rapidement le regard porté sur l'industrie, parce que pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être un dernier des Mohicans, c'est-à-dire on me disait souvent « tu éteins les lumières », parce que je travaillais sur la désindustrialisation, parce que c'était un objet aussi de recherche. Et puis à partir de 2016-2017, j'ai vu des signaux faibles, très intéressants, de réindustrialisation. Alors, ça a été très bien dit, on a des visions un peu binaires, délocalisation, relocalisation, désindustrialisation, réindustrialisation. C'est pas aussi simple, naturellement, parce que tout se télescope, et on peut avoir le même phénomène au même endroit.
avec 2 usines différentes, par exemple. Et donc, je dirige un programme de recherche de l'Agence nationale de la recherche qui a commencé il y a 1 an, qui porte sur la réindustrialisation des territoires. On interroge l'innovation et la transformation du travail. Donc, il y a 14 personnes maintenant qui travaillent sous ma houlette sur ce sujet. Et c'est d'ailleurs le seul projet en sciences humaines et sociales sur les questions de réindustrialisation aujourd'hui en France. Pour preuve que, ça y est, ça redémarre doucement, mais parce que la désindustrialisation a aussi gagné les esprits. Et le monde académique s'en est complètement détourné, et on a perdu énormément de temps en la matière, parce qu'il faut une nouvelle génération. Et je salue ces très jeunes chercheurs qui se coltinent à ces questions industrielles, et c'est presque exclusivement des jeunes femmes. Voilà, je viens de signaler, on voit qu'il y a un changement qui s'opère. C'était un domaine très genré aussi par le passé, et ça amène des visions aussi très, très, très neuves. Alors, pour coller avec notre sujet, c'est quand même vers une industrie propre en 2050. Et je vais revenir là-dessus, mais avec mon regard de géographe. Alors, c'est sûr que quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, mais c'est un oxymore, une industrie propre. Et c'est une première question évidemment qu'il faut poser. Il y en a plein, des oxymores. On songe au développement durable, c'est aussi un oxymore, faut être clair. Mais on pense aussi aux frappes chirurgicales au moment de la guerre américaine contre la Syrie pour nous faire avaler les bombardements qui ont été terrifiants. Donc ça, c'est un premier élément. Et en fait, je pense que la première question que l'on devra se poser dans ce séminaire, c'est le fait qu'on peut entendre par industrie propre une industrie qui, au mieux, il faut l'espérer, atteint une neutralité carbone totale. Je ne sais pas si c'est possible, c'est une vraie question, ou du moins qu'on s'en approche. On pourrait parler de neutralité relative ou acceptable, ça ce sont mes termes, et la vraie question c'est de savoir sur quels critères on doit se fonder, mais je laisserai parler ma voisine, je lui tends une perche. Donc la grande question, c'est en effet de savoir s'il est technologiquement possible aujourd'hui, ou dans un avenir relativement proche, d'être totalement propre, surtout dans des secteurs qui sont extrêmement polluants, et la chimie en est un exemple parfait en la matière. C'est une des mères de l'industrie, et pourtant, voilà, elle a un défi qui est absolument phénoménal, comme on le verra dans le cas de la sidérurgie, par exemple, sur Dunkerque. Donc en fait, il y a une autre question qui découle de cette première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire des industries qui n'arriveront pas à être propres à temps. Est-ce qu'on va les interdire? Est-ce qu'on va les pénaliser d'ici à 2050? Parce que c'est une échéance quand même lointaine. 2050, c'est dans 28 ans. Alors c'est à la fois très court, mais aussi très très lointain. Et on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Est-ce que ça ne va pas non plus dissuader la mise en action? On voit qu'on a été très prudent en la matière. On aurait pu dire 2050. Regardez, dans le domaine des moteurs thermiques, l'Europe veut supprimer l'Europe. On est passé de 2040 à 2035. Et quand on voit la mobilisation exceptionnelle du secteur automobile qui était inimaginable il y a encore 3-4 ans, on voit qu'il y a des phénomènes d'accélération qui sont possibles, et c'est bien de cela aussi qu'il faut parler, parce qu'il y a une vraie épée de Damoclès aujourd'hui au-dessus de nos têtes. On a aussi une grande horloge aussi qui nous parle. Moi je me souviens quand mon père me parlait, était très écolo dans l'âme, et dans les années 70-80, je me souviens, j'étais minot on va dire, il me disait voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour les générations futures. Les générations futures. Mais on n'est même plus à parler des générations futures. Là, on parle de nous, de nos enfants qui verront, je vois à travers mes étudiants, le caractère très anxiogène de cette situation, qui les perturbe énormément, mais nous le vivrons également. On n'est plus du tout dans un schéma pour les générations à venir, raison de plus pour nous mobiliser de manière transgénérationnelle. Donc, en fait, moi je pense qu'on ne va pas attendre 2050, parce que beaucoup d'activités, si elles ne se transforment pas, ne trouveront plus à se financer. Ça, c'est une évidence. Vous interrogez des gens du pétrole, par exemple. On sait très bien pourquoi les dividendes sont gigantesques aujourd'hui, parce qu'il faut flatter les actionnaires pour éviter qu'ils aillent dans d'autres domaines. Mais le jour où ça ne sera plus le cas, ce secteur tombera de lui-même. Il y a des études de la Banque de France dès 2019 sur ce sujet. Et la finance n'a pas encore basculé. Elle devrait basculer à un moment donné, sauf que là, avec la crise russo-ukrainienne qui, de manière
espérons-le, transitoire, nous fait revenir en arrière. Saint-Avold a été réouverte hier, ça a été annoncé. Bon, mais la finance n'a pas encore fait sa grande bascule, même si on n'est plus fondamentalement dans le greenwashing. Il y a beaucoup de fonds qui se sont transformés, mais on va dire que voilà, on aimerait bien encore profiter longtemps des bénéfices de l'industrie carbonée, et on voit que c'est pas aussi simple. Ça va être extrêmement compliqué comme combat. Mais le mouvement de bascule, je pense qu'il n'est pas si éloigné que cela. En fait, la question, c'est plutôt de savoir comment, à moyen terme, les choses vont évoluer, c'est-à-dire à horizon 10 ans. On ne va pas attendre 2050, parce que c'est une échéance beaucoup trop lointaine. Alors, 3 points que je voudrais aborder, c'est l'industrie dans la transition climatique, ses enjeux, ses risques, bien sûr. Ensuite, les obstacles à la transformation, parce que c'est bien ça aussi qui doit nous animer dans ce débat. Et puis enfin, quelques cas de voies et d'actions choisies dans le domaine industriel. Alors, je travaille plutôt sur le secteur manufacturier, et je suis ravi de diversifier mes approches, mais c'est beaucoup plus facile d'aborder le secteur manufacturier parce que c'est plus facile de décarboner dans ce domaine-là. Et la multiplicité des exemples, je dirais, pour certains, évidemment, c'est compliqué, c'est beaucoup d'investissement, mais ce n'est pas la même lourdeur d'investissement, parce que sur certains sites industriels, dans l'industrie lourde, c'est en centaines de millions, voire en milliards, quand on voit le 1,7 milliard que ArcelorMittal va investir à la fois sur Dunkerque et sur Fos. Alors il va en faire un grand laboratoire à l'échelle européenne et peut-être mondiale en la matière, mais c'est des sommes absolument astronomiques. Premier point, donc, dans ces enjeux et ces risques que je voudrais évoquer, première question, elle est essentielle, parce qu'on en a beaucoup parlé au moment de la COP 27, qui a quand même été un peu un fiasco, il faut le reconnaître, ça n'a pas beaucoup bougé, c'est désolant, c'est de savoir si les objectifs de réduction des gaz à effet de serre sont déjà hors d'atteinte. On nous dit 1,5 degré, surtout ne pas dépasser 1,5 degré, et on se rend compte qu'on nous annonce déjà que aux alentours de 2030, on franchira, si on poursuit la trajectoire, on franchira allègrement cette ligne jaune ou rouge à ne pas dépasser, et qu'on va résolument vers les 2,4 degrés, 5, voire 2,8 degrés. Et quand on parle avec des climatologues, moi j'ai la chance d'en avoir quelques-uns à l'université, dont un très brillant qui s'appelle Thomas Lovo, qui a travaillé longtemps aux États-Unis et au GIEC, en fait, il me disait qu'on rentre dans une zone d'incertitude totale parce que rien ne sera contrôlable. On ne sait pas où on va, c'est-à-dire forcément dans un mur. Et ça, c'est une dimension, je crois qu'on en prend insuffisamment la mesure. C'est là on voit que le temps du politique, c'est vraiment pas le temps des scientifiques. Un politique, mais il a besoin d'avoir aussi, c'est aussi un frein, c'est sûr, il veut un résultat, etc. Puis il peut se faire balayer, et puis ensuite on recommence à zéro, ou presque. Donc c'est très compliqué. Donc le premier élément, c'est cette accélération phénoménale, c'est les termes du dernier rapport du GIEC, de ces émissions de gaz à effet de serre et corrélativement du réchauffement climatique. Et cette menace qui était longtemps lointaine, eh bien on voit aujourd'hui quel est notre horizon de plus en plus proche et de plus en plus immédiat, et cela nécessite, pour reprendre les termes de différents ministres, je pense à Pannier-Runacher très récemment, elle parle de mobilisation générale de toutes les activités et de tout le monde. Bon. Alors, le constat du GIEC, il est accablant, je l'ai déjà dit. On voit que la pensée climato-sceptique, elle est toujours là, elle existera toujours, sauf qu'on lui donnera un peu moins souvent le micro, parce que qu'est-ce qu'on lui a tendu le micro à la pensée climato-sceptique, Il faut être très clair, on lui a fait un boulevard en la matière, et tout ça pour des questions d'audimat, très certainement. Et quand je vois même certains de mes étudiants qui me reprennent avec des fake news effrayantes, on se dit que la pensée raisonnable a bien du mal aujourd'hui à se faire entendre, y compris dans les milieux académiques. Alors bon, on a des sentinelles, heureusement, je pense notamment à la stratégie nationale bas carbone de la France, qui régulièrement nous dit que nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs. Bon. Et récemment, je lisais encore qu'il va falloir diminuer, vous me corrigerez, par 8 nos émissions de CO2 si on veut atteindre nos objectifs. La conséquence de tout cela,
sur le plan très pratique, ça sera un durcissement des mesures. On ne peut pas faire autrement que le voir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand on voit que les ambitions européennes sur le climat se sont déjà durcies à partir de 2021, puisque l'objectif de décarbonation est passé de moins 40% à moins 55% pour les gaz à effet de serre d'ici à 2030. Est-ce qu'il y aura d'autres durcissements ? C'est tout à fait possible si on continue de reporter. On a vu que, quand même si la campagne présidentielle a été fort peu intéressante, mais on a quand même eu des choses intéressantes qui ont été évoquées et mises en place, notamment la planification écologique. On ne reviendra pas sur l'origine du terme, mais elle a quand même pour objectif de doubler le rythme de transformation, et vous nous direz ce qu'il faut en penser. Mais quand même, il y a des choses qui se passent. On voit bien le durcissement des normes, ne serait-ce que, je voyais récemment dans le domaine de l'habitat, il y a quand même des évolutions fortes en la matière. Et puis évidemment, il y a la question de la taxe carbone. C'est ce serpent de mer très apprécié des économistes et qui devrait se mettre en place, du moins être discuté à partir de 2023. Ça promet des débats très, très, très houleux. Voilà. Donc son objectif, évidemment, c'est d'augmenter le coût des importations de produits fabriqués à partir d'énergie très carbonée. En fait, on vise directement la Chine, entre autres, l'usine du monde. Et puis, c'est aussi pour dissuader le maintien de l'usage des technologies émettrices de gaz à effet de serre. En fait, je crois que pour aussi rebondir, ce que vous n'avez pas eu le temps de dire, Pierre, mais qui me semble très important, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique, ça reste encore un objectif que je dirais relatif. Ce n'est pas encore un objectif absolu. Et je pense que plus on avancera et plus on passera d'un objectif à un objectif absolu. Et c'est là où se posent des questions fondamentales, parce que quelque part, ça sera aussi liberticide. Il faut être clair de ce point de vue-là. Les obstacles à la transformation, maintenant, eh bien, ils sont nombreux. D'abord, le fait de reporter, une espèce de procrastination généralisée. On anticipe, on connaît maintenant, on a tous les outils pour connaître l'état de la situation. Aujourd'hui, il faut agir, il faut être clair. Ce n'est pas des solutions qu'on attend dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Elles sont déjà là. Il faut vraiment changer de braquet, les généraliser. Donc, on sait, d'ailleurs je vous renvoie à la note de Pisani-Ferry qui est sortie il n'y a même pas 15 jours, qu'on télécharge très très facilement, qui annonce un rapport qu'a demandé Elisabeth Borne pour 2023. Il nous annonce déjà que la lutte contre la décarbonation, ça va coûter très très cher. Et on voit bien qu'il y a encore des fourchettes très, très, très importantes, parce que d'un côté on nous dit 20 milliards, plus de 100 milliards, on ne sait pas qui croire, mais nécessairement ça sera très cher. Deuxième point qui me semble intéressant, c'est que, en fait, un des freins de cette transformation, ça sera aussi l'état de désindustrialisation de la France. Peu de gens savent combien notre pays est désindustrialisé. Voilà. La population, l'emploi industriel, c'est à peine 10% de l'emploi total aujourd'hui en France. Alors certes, on continue d'exporter, mais notre secteur industriel s'est complètement délité. L'Italie est un pays beaucoup plus industrialisé que le nôtre. Et en fait, le pays qui fait le moins bien en Europe que la France, c'est la Grèce. Ce qui fait qu'on est en train de se faire rattraper en la matière. Il n'y a qu'à voir l'âge moyen du parc machine, qui est de 17 ans, il est de 9 ans en Allemagne. Donc on se rend compte de l'effort qu'il faut faire, mais je crois très sincèrement qu'on peut aussi profiter de cette... le terme est impropre, mais je vois qu'on cherche à remobiliser des imaginaires quand on emploie le terme. On parle souvent de renaissance industrielle, mais c'est d'une réindustrialisation très différente, évidemment, sans doute qu'elle convoque aussi de nouveaux imaginaires, comme le dit Pierre Musso, mais je crois qu'on n'en est pas encore dans ces nouveaux imaginaires de l'industrie, il y a encore énormément d'impensés en la matière. Donc la situation de désindustrialisation est un problème, notamment au niveau des compétences. Vous avez aujourd'hui 75 000 emplois, c'est les chiffres du ministère de l'Industrie, dans l'industrie, qui seraient immédiatement pourvoyables, plutôt bien payés, puisque c'est en moyenne
quand on débute, plus 20% que dans les services, qui ne trouvent pas preneur. Alors je ne vous fais pas la litanie des demandes des chefs d'entreprise, parce que c'est vraiment une question, on n'a pas de compétences, on n'a pas de soudeur, on n'a pas de chaudronnier, on les fait venir de loin. Même EDF fait venir de chez Westinghouse ses soudeurs pour régler le problème des soudures en France, et on va sans doute faire autrement avec le programme ITER, puisque c'est aussi des problèmes de soudure qui commencent à faire foirer le projet. Il faut être clair, on va devoir démonter 1350 tonnes dans le cœur indémontable. Il est présenté comme indémontable. Enfin, on en prend pour 5 ans. Donc voilà, ça veut dire que le regard aussi sur les énergies renouvelables va peut-être être renouvelé aussi à ce moment-là, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un lobby nucléaire à l'action aujourd'hui pour torpiller le déploiement des industries, des énergies renouvelables. Ça, j'en suis absolument convaincu. À la fois le lobby, mais aussi le Rassemblement national, qu'on a fait un de ses totems, on va dire, pendant la... C'est normal, c'est aussi son électorat. Mais néanmoins, ce qui est fascinant, c'est de voir la réactivité industrielle. On reste un pays d'ingénierie, ça c'est clair. Et ces secteurs qui émergent à marche forcée, ces nouvelles filières où on peut espérer avoir des positions fortes. Je pense à l'hydrogène. Qui connaissait l'hydrogène vert il y a 3 ans ? Aujourd'hui, on ne parle que de ça. On met de l'hydrogène vert partout où on veut réindustrialiser des territoires. Même chose, la rapidité ou la filière, on va dire, industrielle des éoliennes en mer, même s'il faut quand même 10 ans aujourd'hui, c'est quand même une spécificité française d'expérimenter la lourdeur administrative à ce point, mais 10 années pour faire sortir un parc éolien en mer, mais c'est la même chose pour une ferme solaire, aujourd'hui. C'est très long. Mais on voit également qu'on se repose la question de la production en France de minéraux, alors que le code minier a torpillé tout type de production minière. Et on voit qu'on se dit, tiens, on a du lithium. On va en avoir besoin, parce qu'il n'y a que 3 pays qui produisent. On est encore plus dépendant que vis-à-vis du gaz. Et donc, produire du lithium en France, c'est possible. Il y a la géothermie en Alsace. Il y a également dans l'Allier, on a une mine de kaolin où on a plein on va pouvoir le faire. Et donc, là encore, ça va s'imposer dans le paysage, de façon à ne pas être totalement dépendant. C'est la question de la souveraineté, évidemment, qui joue un rôle important dans le redéploiement industriel en France. Un autre frein qui me semble beaucoup plus important, et je pense qu'ici, vous le connaissez bien, c'est l'effet NIMBY. Not in my backyard. L'industrie, c'est bien, mais pas chez moi, pas au bout de mon jardin. Ça va être un vrai frein, d'autant plus qu'avec la loi ZAN, le processus ZAN, au sein de la loi climat et résilience, la zéro artificialisation nette, les territoires qui ont beaucoup de friches, évidemment, vont être des territoires très recherchés sur le plan industriel. Alors, il y a des territoires qui vont être dans l'acceptation, ceux qui, au contraire, vont être dans le refus, parce que ça peut également arriver. Ça veut dire qu'il y aura un besoin de transformation de l'industrie pour la rendre plus désirable, pour reprendre l'expression que je trouve assez bien trouvée de Pierre Vels. Alors, très vite, les voies, les actions choisies dans le domaine industriel. Très vite, effectivement, il faut aller à la conclusion. Tout d'abord, ce sera le mot de la journée, c'est la décarbonation de la production de l'électricité. Ça semble évident. Alors, on a plein de cartouches ici, en France, les énergies renouvelables, la montée évidemment des efforts de recherche qui sont très forts, tous azimuts, les captures du carbone, le stockage d'électricité, l'avènement d'une vraie filière de l'hydrogène vert, etc. Bon, le retour de la programmation nucléaire, malgré ses inconnus, quand on interroge les ingénieurs nucléaires de chez EDF, quand on est en off, quand on les connaît bien, on a quand même des confidences, ils sont quand même inquiets sur la capacité réelle d'EDF de fabriquer ne serait-ce que 6 EPR. Alors quand on parle de 34 EPR, ça c'est le rêve du lobby nucléaire, mais où est-ce qu'ils vont les trouver, les experts ? Où est-ce qu'ils vont trouver les personnes pour fabriquer ces machines, surtout qu'on n'arrive même pas à les faire sortir de terre. Et on nous annonce 2035. Et on nous annonce déjà que le prochain hiver devrait être, pas celui-là, mais le prochain devrait être vraiment problématique. Donc il y a peut-être raison gardée. Deuxièmement, il y a ce que je trouve très intéressant, enfin, il y a une concentration, c'est du moins le souhait de l'État de concentrer les actions et les investissements sur les activités les plus émettrices, sur les territoires les plus émetteurs. On en parlera. Il y a des gens de Dunkerque ici. J'ai étudié Dunkerque avec ma collègue Sophie Boutillier qui est dans mon projet ANR. Dunkerque, si j'ai bien compris, c'est 20% des gaz à effet de serre industriels de la France.
Si vous rajoutez la vallée de la Chimie, si on rajoute la vallée de la Seine, si on rajoute Lac, l'ancien site de Lac, on est à plus de 50% des gaz à effet de serre industriels. Donc c'est vrai qu'une action extrêmement forte sur ces territoires, changerait en partie la donne. Mais il y a quand même un certain nombre de solutions. Je parlais tout à l'heure d'ArcelorMittal. Il y a énormément d'initiatives et un certain nombre d'espoirs en la matière. Ensuite, c'est la rentabilité enfin établie de nouvelles technologies de décarbonation. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, il y a de vraies filières qui peuvent se structurer. Et puis, je vois, pour terminer, vraiment, ces opérations de décarbonation, alors c'est très médiatique, qui sont lancées dans le secteur manufacturier à des horizons qui sont très courts, c'est-à-dire d'ici 2027-2029. Le dernier cas, c'est Renault, à travers tout son nouvel appareillage, ses usines pour les moteurs thermiques et les véhicules qui se met dans le nord de la France, parce que la nouvelle géographie de l'industrie automobile, ça sera le nord de la France, là où il y a les 5 gigafactories, dont Vector qui se trouve à Dunkerque. Et les projets sont très variés. C'est depuis des toits de panneaux solaires, depuis la géothermie qui se fera à Douai, si j'ai bien compris, les chaudières biomasse avec Dalkia, etc. Donc on voit bien que le groupe est très préoccupé par la sécurisation de ses approvisionnements. Ce qui se passe en Russie aujourd'hui, ça fait vraiment réfléchir. Le terme de sécurisation des approvisionnements, c'est une donnée très importante. D'ailleurs, on a bien vu que Margrethe von der Leyen, par exemple, pour l'Europe, disait que cette sécurisation des approvisionnements au niveau européen, elle va avoir un coût. Elle va avoir un coût et que nous paierons évidemment au prix fort. Donc c'est à la fois la sécurisation, mais c'est aussi pour avoir une visibilité à long terme sur les prix. Voilà. Donc je fais partie quand même, même si je n'ai pas l'impression, c'est pas l'impression que je donne, mais je préfère voir aujourd'hui le verre à moitié plein, parce qu'on est vraiment, je ne sais pas quelle expression on pourrait prendre, au milieu du gué, mais voilà. Mais vous me direz, c'est vous qui est plutôt l'expert sur ce sujet. Est-ce que je me permets de faire l'animateur, est-ce que l'accélération est possible aujourd'hui? Parce que cette échéance 2050, moi, elle me paraît totalement illusoire et trop lointaine. La transition est faite. Voilà. Bonjour. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette fabuleuse transition. François, tu disais tout à l'heure que c'était compliqué de passer après Pierre, mais alors passer après Pierre et François, ça l'est d'autant plus. Ce qui est très bien, c'est que du coup, vous avez abordé pas mal de sujets que je comptais aborder, donc je vais pouvoir être plus rapide. Merci. Donc tout d'abord, avant de répondre à la fameuse question qui m'était posée aujourd'hui, à savoir une industrie sans empreinte écologique est-elle possible, sans vouloir créer trop de suspense, je voulais faire un peu de sémantique et donc continuer le fil rouge lancé par Pierre sur la notion d'industrie. Moi, je voulais faire un focus sur la notion d'empreinte écologique qui était dans la question qui m'était posée aujourd'hui. Donc tout d'abord, le terme empreinte, ça vient du latin impremere, qui veut dire faire pression, laisser une marque sur une surface. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir qu'une bonne partie de l'industrie manufacturière, au tout début du lancement de l'ère industrielle, était la mise en forme des matériaux, la mécanisation. Et puis, ensuite, quand on regarde le terme écologique, qui cette fois-ci fait référence à des expressions grecques, on a d'une part le terme oikos qui renvoie à la maison, l'habitat, et puis logia, donc l'étude en fait de la maison, de l'habitat, et donc qui vise à étudier en fait les interactions entre les êtres vivants, entre eux, mais aussi au sein de l'environnement. Et je trouvais intéressant en fait de revenir sur ce terme-là, parce que quand on parle d'empreinte écologique, qu'elle concerne d'ailleurs l'industrie ou d'autres secteurs, c'est important aussi d'analyser en fait les interactions entre les acteurs, entre eux et avec leur environnement. Ensuite, ce qui est intéressant aussi avec la notion d'écologie, qui est moins restrictive en fait que la notion de bilan carbone dont on entend beaucoup parler aujourd'hui,
et qui renvoie aussi d'ailleurs souvent en fait à une évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui, pour votre gouvernement, ne sont pas tous composés d'atomes de carbone et qui, du coup, rend l'expression bilan carbone un peu réductrice de mon point de vue. Et puis, au-delà, d'ailleurs, des émissions de gaz à effet de serre qui vont vous permettre d'évaluer l'impact des émissions d'une industrie sur le réchauffement climatique, il y a plein d'autres impacts environnementaux qui sont très importants à prendre en compte. François en a parlé un petit peu, il y a notamment l'empreinte sur les ressources, les matières premières, l'eau, les pollutions des cours d'eau, on a aussi la qualité de l'air qui est très importante, notamment quand on parle d'industrie chimique. Est-ce qu'on va polluer, émettre des NOx, des particules fines, des nanoparticules qui peuvent avoir aussi des effets catastrophiques sur la santé des personnes qui vivent à côté des installations. On va pouvoir aussi inclure avec cette notion d'empreinte écologique tout ce qui est production des déchets. Et donc après ouvrir le champ à des thématiques liées justement à la réparabilité, recyclabilité de l'industrie. Donc c'est vraiment un champ très intéressant qui permet d'aller d'ailleurs au-delà du carbone qui est cité dans le titre de cette université. Alors une fois le contexte sémantique posé, je voulais aussi revenir sur la notion de périmètre et de scope, dont on parle beaucoup aussi dans le jargon de l'empreinte environnementale ou écologique. Alors vous le savez peut-être pas, mais le service de la donnée et des statistiques officielles du ministère de la Transition écologique a sorti un chiffre l'année dernière pour comparer en fait les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre de la France versus les émissions qui incluent en fait tous les produits qu'on importe. Des produits d'ailleurs pour notre consommation intermédiaire ou finale. Et quand on regarde le delta entre les deux, on a quand même plus 42% sur notre bilan de gaz à effet de serre lié au fait qu'on importe des produits de l'extérieur, d'où l'importance aussi de relocaliser une partie, je pense, de nos activités au-delà de la réduction qui est importante. Alors ensuite, au-delà de la définition du scope, je voulais aussi revenir sur un sujet qui est très important de mon point de vue quand on parle d'empreinte écologique, qui plus est dans l'industrie, c'est le sujet de la data, de la donnée. C'est bien d'avoir des bons indicateurs, mais c'est quand même mieux d'utiliser des données fiables, robustes, qui vous permettent d'avoir des indicateurs parlants et du coup d'agir pour améliorer votre process. Et ça, ce qui peut être intéressant, c'est de s'appuyer en partie sur les technologies dites numériques, pour fiabiliser en fait et automatiser en fait la collecte de données et donc fiabiliser permettre d'avoir des indicateurs fiables qui permettent d'agir, puisque vous le savez comme moi, tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas maîtrisé, et donc avant toute action c'est important de faire un bon diagnostic. Et au-delà d'ailleurs de la qualité des données, je voulais faire une petite aparté sur l'importance de la fiabilité de la donnée, mais dans un souci aussi de transparence et de gain de confiance aussi des acteurs, parce qu'évidemment, si on commence à pipoter des données avec les acteurs dont les citoyens s'en rendent compte, ça peut rendre contre-productif une initiative, dû aussi l'importance cruciale, je pense, d'avoir des données et d'être transparent dans la manière dont on produit et on met à jour les indicateurs liés à l'empreinte écologique d'un projet. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour répondre clairement à la question qui m'était opposée, non, une industrie sans empreinte écologique, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est même souhaitable qu'il y ait une empreinte au sens grec et latin que je viens d'évoquer, à savoir, c'est important que l'industrie soit en interaction, en articulation avec les différents acteurs qui la composent et avec son écosystème. Par contre, c'est important de s'assurer que ces interactions aient un impact le plus positif possible sur l'ensemble des acteurs et qu'il n'y ait pas un déséquilibre en fait sur les effets. Je voulais aussi rapidement aborder avec vous, toujours dans la continuité de la notion de scope. Alors on en parle beaucoup et ça fait aussi lié à ce que je vous disais sur les émissions importées, c'est la chaîne de valeur, parce qu'on parle beaucoup d'empreinte d'une industrie. Il faut savoir qu'une industrie, qu'elle soit d'ailleurs complexe ou pas, s'inscrit souvent dans une chaîne de valeur. Donc vous êtes en interaction avec à la fois des fournisseurs et des clients, et donc on pointe souvent l'industrie, mais il faut aussi avoir en tête que cette industrie aussi, elle répond souvent à un besoin de ses clients, et puis en amont, elle est soumise aussi à des contraintes liées à ses fournisseurs, et donc c'est important aussi d'embarquer tous les acteurs de la chaîne de valeur et d'analyser justement cette empreinte écologique dans son ensemble pour ne pas biaiser l'analyse et donc du coup les actions qui pourraient être mises en œuvre.
Et il y a un exemple dont on entend beaucoup parler dans la communauté des climateux en ce moment, c'est vous êtes fabricant d'acier. Si vous vendez votre acier à un fabricant automobile qui fabrique des véhicules thermiques, vous n'avez évidemment pas le même impact sur la société que si vous vendez votre acier à un fabricant de vélos qui va directement agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport. Donc voilà, quelques éléments de cadrage qui, j'espère, pourra aussi vous aider à aller au-delà du carbone, au-delà des gaz à effet de serre et d'évaluer l'empreinte écologique d'une industrie dans son ensemble. Et ensuite, je voulais juste, si j'ai quelques minutes... Ok. Ouvrir aussi le champ des réflexions au comment, parce qu'une fois qu'on a dit mon empreinte écologique vaut tant et il faut absolument que j'atteigne tel % de réduction, c'est comment. Et là, je voulais faire écho à une personne qui se présente comme ingénieur, sociologue et économiste, qui a cité Pierre tout à l'heure, qui s'appelle Pierre Weltz, qui a eu en 2017 le prix, je crois, de l'économie pour son ouvrage Société hyper industrielle, et qui a sorti cette année un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle Bifurcation, la réinvention, réinventer en fait la société industrielle par l'écologie, qui je trouve est aussi une bonne porte d'entrée en fait à l'ouverture de ces champs du possible pour réinventer l'industrie de demain. Et ce qui est intéressant avec le terme bifurcation, ce qu'explique Pierre Weltz, c'est qu'à un moment, en fait, il ne faut pas avoir peur aussi certes analyser ce qui s'est passé avant au sein d'un territoire, mais pas non plus avoir peur de bifurquer à un moment, de prendre une autre direction, d'introduire une discontinuité dans cette trajectoire. Des fois qu'on veut essayer de nous vendre linéaire, cette transition qui en fait renvoie vers une notion un peu lénifiante et qui n'incite pas forcément au changement de comportement, alors qu'avec la notion de bifurcation, on peut vraiment lancer une nouvelle dynamique et se dire je peux faire preuve d'audace pour pouvoir lancer des nouvelles idées, recréer un nouvel imaginaire avec l'ensemble des personnes qui composent mon territoire ou mon industrie. Donc voilà, je trouvais intéressant cette démarche, et ce qu'explique aussi Pierre, c'est qu'il faut arrêter aussi de dire, de pointer du doigt l'industrie. Certes, il y a beaucoup de problèmes environnementaux qui viennent de l'industrie, mais il y a aussi beaucoup de solutions. Et c'est justement, en rassemblant toutes les personnes autour de la table, les sceptiques, les climato-sceptiques en particulier, que je pense qu'on arrivera tous à bouger. Et effectivement, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, parce que sinon on aura du mal à convaincre justement les différents acteurs de bouger. Et juste en conclusion, si j'ai quelques minutes, je voulais aussi faire le lien avec le sujet du numérique, des technologies numériques, puisque vous l'aurez compris, le but aussi, de ce que j'ai cru comprendre, le but de ce workshop, c'était aussi d'analyser en fait le futur de l'industrie à travers notamment le prisme des sciences et des technologies, et aussi des aspects sociétaux et sociaux qui sont évidemment cruciaux pour vous dire que je pense qu'il y avait aussi de fabuleuses opportunités qui s'offraient à l'industrie en lien avec l'essor des technologies numériques. Alors évidemment, il faut un usage raisonné et raisonnable des technologies numériques qui ont elles aussi une empreinte écologique. Mais typiquement, pour prendre l'exemple assez récent qu'on a eu chez EcoAct avec BASF, qui est un industriel chimique allemand pas vraiment connu pour ses actions en matière de développement durable ou de bifurcation écologique, pour reprendre les termes de Pierre. Et donc on a accompagné en fait BASF à automatiser en fait son empreinte écologique à travers une approche d'analyse de cycle de vie, où on est venu vraiment analyser le process de fabrication, de l'extraction des matières premières jusqu'à la gestion de la fin de vie du process, à travers notamment l'articulation, la communication entre les différents systèmes d'information en fait de l'entreprise, pour justement mieux permettre l'évaluation de l'empreinte écologique en temps réel, et justement mieux identifier des leviers de réduction et de décarbonation en particulier. Voilà me concernant. J'espère que ça a été au niveau timing. Merci. Merci beaucoup. On va passer à un temps d'échange. Alors Catherine, gardez sur un point de réévoquer la question du financement, qui a été aussi évoquée dans la suite. Il y a un micro qui va se balader. Donc, certains sujets vont trouver aussi des prolongements dans la suite de la journée. Je pense que les Nantais parleront notamment du lien de créativité, qui n'est pas exactement l'innovation et l'industrie. On aura des éclairages par Dunkerque, mais aussi par l'Allemagne du Nord, sur la manière dont on investit dans les filières émergentes, notamment avec la question de l'hydrogène, mais pas seulement.
Mais voilà, la parole circule, donc il y a M. Marchani qui était le premier qui ouvre le feu. Oui, je voulais d'abord vous remercier pour la qualité de votre intervention, c'est très inspirant. Et j'ai bien compris la problématique de la temporalité, c'est ce qu'on vit effectivement. C'est pour ça que dès le début du mandat, on a bien parlé à la fois de ce qui pouvait être fait à court terme, à moyen terme et long terme. En tout cas, on travaille sur ces 3 temporalités. Ce qu'on appelle court terme, c'est ce qu'on peut faire dans les 2 ans. Moyen terme, c'est dans le mandat. Et long terme, c'est ce qu'on prépare pour la suite, que ce soit nous ou pas qui le portons. Vous avez abordé le sujet de la chaîne de valeur et je trouve que c'est très juste parce que finalement l'industrie, c'est un maillon de cette chaîne et que regarder que l'industrie, c'est ne pas prendre l'intégralité du problème. Vous avez abordé aussi le sujet finalement de la ressource qui est à la base de cette chaîne, mais très peu finalement le bout de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur, le consomme-acteur. Et quand vous parlez de bifurcation écologique, moi ça m'a beaucoup fait penser à ce que vous disiez, ça devient cool pour ceux qui en ont les moyens d'être en phase avec une consommation plus sobre, plus raisonnée. Toujours est-il qu'on a une partie de la population qui, elle, en difficulté, on le voit, et c'est une vraie problématique pour nous, parce que c'est comment porter des politiques qui permettent d'accélérer la transition. Vous avez raison, 2050, c'est le résultat en 2050, mais c'est maintenant qu'on travaille. Mais on a, et c'est ce que je ressens, peut-être que je me trompe, mais on a encore peu de prise de conscience de la transformation et de ce que ça va induire dans le quotidien pour nos concitoyens. On en fait l'expérience en ce moment, c'est avec la ZFE. On voit bien qu'on met en place des organisations qui peuvent même pas être comprises par nos concitoyens, ce qui est le plus compliqué. Quand vous disiez tout à l'heure, quand c'est pas compris ou quand c'est pas très intégré, ça passe pas. Donc moi j'aurais aimé avoir un peu votre vision là-dessus et ce qui peut se faire d'ailleurs ailleurs dans le monde, sur les politiques qui sont menées et comment accompagner finalement nos concitoyens à mieux comprendre. Et est-ce que ça passe pas par beaucoup plus de pédagogie sur cette problématique? Oui, bonjour, Eddy Poitras de l'ADEME, Direction Régionale Normandie. Dans les interventions, il y a un terme que je n'ai pas beaucoup entendu, peut-être même pas du tout, c'est le terme des besoins, en fait. C'est-à-dire qu'on parle de l'industrie, mais on ne parle pas de ce qu'elle produit ou de ce qu'elle devra produire ou de ce qu'elle pourra produire et pour répondre à quoi. Et du coup, ça me dérange un tout petit peu, notamment parce que dans les exemples qui ont été donnés sur la décarbonation, on a cité des moyens exclusivement ça a été cité, c'est la décarbonation de l'électricité. Sous-entendu, on va continuer à produire ce qu'on produit aujourd'hui avec une électricité, alors on ne parle pas de la chaleur, etc., mais avec une électricité décarbonée et on a résolu le problème. Et je pense que ça veut dire qu'on ne pense pas à attaquer le sujet même de l'industrie et de la production. On va produire quoi ? Notamment parce qu'au-delà de la décarbonation, il y a des problèmes de ressources et tout un tas d'autres sujets qui font que ça coincera à d'autres endroits. Donc est-ce qu'il ne faut pas reposer la question effectivement, du besoin qu'on aura en 2050 et de l'allocation du carbone qu'on aura d'ici 2050 pour faire quoi entre l'alimentation, entre effectivement les biens et services, entre etc. etc. Et puis vous avez cité le coût de la décarbonation en disant ça va coûter cher, ça va coûter très cher, bien sûr, ça va coûter encore plus cher de ne pas le faire. Et puis on voit que le cher, il est très relatif. Je m'amuse beaucoup avec le fait qu'on voit sortir des projets de décarbonation aujourd'hui qui sont plus rentables qu'hier, mais qui sont plus chers qu'hier. Le coût de la mise en œuvre des solutions avec l'augmentation des prix des matières premières fait que c'est plus cher, mais comme le prix de l'énergie a augmenté plus vite, c'est plus rentable. Et donc on est très content aujourd'hui dans l'industrie de faire des projets qu'on ne voulait pas faire hier et qui coûtaient moins cher. Donc voilà, il y a un certain nombre de paradoxes comme ça. Alors effectivement, le verre est encore à moitié plein parce qu'au moins les projets sortent et qu'on voit qu'on est passé de projets avec quelques pourcentages d'économie à des projets qui sont très structurants et qui changent un petit peu de procédés, etc., et qui vont nous permettre de tenir un certain nombre d'objectifs. On parlait de la Syrie à Dunkerque, mais il y a d'autres entreprises comme ça qui font des choix technologiques qui vont vraiment changer considérablement l'ordre de grandeur des émissions. Mais voilà, il y a plein de paradoxes comme ça, et donc les indicateurs qu'on avait l'habitude de traiter, peut-être un peu simplistes, rentabilité ou c'est cher, c'est pas cher, je pense qu'il faut aussi les remettre un peu en question. Merci. Merci. Moi, du coup, je voudrais rebondir
revenir sur la question des besoins. Et donc l'année dernière, on a organisé l'Université territoriale en Occitanie sur l'avenir industriel de l'Occitanie. Et une des choses qui est revenue très fortement, ça rejoint ce que disait Pierre Musso sur la décentralisation de l'industrie, c'était reconstruire une industrie à partir d'une analyse locale des besoins humains auxquels on répondait, la capacité à produire les biens et les services qui répondaient à l'évolution des besoins humains. Finalement, moi, ça m'amène à quelque chose qui est absolument fascinant dans la communication des industriels. Et aujourd'hui, je vois une communication omniprésente sur la transition écologique de l'industrie. Je ne vois quasiment pas de communication sur les biens proposés et en quoi les biens proposés répondent à des besoins. Alors que la transition, c'est aussi une occasion de redéfinir les produits. Et les produits, on aura toujours un univers de biens matériels pour organiser nos vies quotidiennes, nous déplacer, cuire la nourriture, etc. etc. Voilà, et ça rejoint ce que vous disiez sur le bilan carbone des GES importés. Là, il y a une absence totale de transparence. Donc finalement, on ne sait pas quels sont les biens, les activités qui sont les plus négatives pour le climat à partir du moment où on a une comptabilité nationale et pas une comptabilité globale. Est-ce que repartir des besoins des produits et des biens qu'on utilise n'est pas une bonne manière de à la fois relégitimer l'industrie et à la fois d'avoir une opération un peu vérité sur nos choix collectifs. La première salle de questions. Mais du coup, Merci de vous présenter. oui, Christelle Morin de Forceville, Métropole Développement économique. Mais du coup, pour rebondir sur cette question que je partage sur la question des biens, est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin et se poser la question de savoir si l'objectif de décarbonation de l'industrie, dont on a dit la prise de conscience est très rapide et peut s'accélérer, peut amener à des notions de décroissance de la consommation, de sobriété dans la consommation et donc de décroissance, ce qui interroge notre modèle économique général tel qu'il existe aujourd'hui depuis plusieurs siècles maintenant. Bonjour, Olivier Parent, donc du comptoir prospectiviste. Je vais juste apporter un tout petit éclairage. On parle de choses qui sont passionnantes. Il y a des moments où on a du mal un petit peu à se donner une image de tout cela. Monsieur Musso a très bien parlé du lien entre industrie et l'usine des imaginaires. Il y a un film qu'il faut voir, qui est européen, britannique, qui s'appelle 2075, les temps changent. Produit en 2009 sur les prévisions du GIEC, les 1,5 degrés, c'est fini. On est au-delà. Donc il faut arrêter de se dire on va y arriver, on est au-delà. Et le film 2075 raconte la France, l'Europe, dans ces conditions. Donc 25 ans après le point qu'on s'est donné, 2050, et ça permet, que ce soit nous ou le public ou nos collaborateurs, ça leur permet de comprendre tout ce qu'on dit là. Quel monde, quelle image, quel consommateur, quel besoin, quelle demande, etc. Voilà. Donc il y a un lien très fort là avec une production audiovisuelle qui permet de saisir réellement les enjeux et de ne pas rester sur des discours qui sont magnifiques, auxquels j'adhère à 100%, mais qui restent théoriques. C'est bien de montrer ce que ça va faire. Voilà, c'était juste un petit détail. C'est une question qui est un petit peu en interforce à travers vos deux interventions, les deux premières. Donc c'est les questions énergétiques, c'est-à-dire finalement, avoir des instruments de production d'énergie, ça pose une question, je dirais, à la fois liée au changement climatique, bien entendu. Il faut que ce soit décarboné. Maintenant, on va vers la décarbonation totale de la production d'énergie, notamment électrique. Mais ça pose des questions industrielles, c'est-à-dire notamment dans le domaine nucléaire. Alors ça va dans toute la chaîne, hein. C'est-à-dire l'acquisition des compétences, avoir l'industrie, tout le système industriel qui est autour de l'industrie nucléaire, etc., etc. C'est tout un ensemble qui a été construit, qui a été déconstruit et qu'il faut reconstruire. Ça ne va pas être simple. Hein. Ça, c'était Paul Maître de l'équipe de l'IHEST. Ouais. Et alors, moi, je vais prolonger sa question. Je compte le
charger la barque et j'arrête. Sur le couplage physique énergie-industrie. Pierre Musso a dit qu'on avait eu un moment de découplage qui avait permis aussi l'industrialisation au cœur des villes. Est-ce qu'on ne va pas vers un recouplage physique industrie-énergie? Et puis, dernière question, parce que c'est un sujet qu'on a évoqué dans la préparation avec Pierre Musso, qu'il n'a pas évoqué dans le temps imparti, c'est de rebondir sur le thème de bifurcation. Je crois qu'une des questions centrales pour tout le monde, notamment ici à Rouen, c'est est-ce qu'on construit à partir de son histoire ou est-ce qu'on construit en faisant un pas de côté? Et est-ce que la notion de bifurcation, ça veut dire on a un chemin, on s'inscrit dans ce chemin, mais en faisant un détour, ou est-ce qu'on fait émerger une autre industrie à côté de l'industrie existante? Donc cette question, sédimentation, bifurcation, ça serait vraiment bien que vous en redisiez un mot. Non, mais dans l'ordre que vous voulez. Ouais, merci. Du coup, moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Eddy Poitras sur la notion de besoin. Évidemment, c'est crucial. Après, j'irai même encore un peu plus loin, la vision que se dote un territoire, où est-ce qu'il veut aller, et justement l'importance de la concertation que vous allez avoir là pendant 2 jours, elle est cruciale. Après, juste aussi pour rebondir sur le pseudo-paradoxe aujourd'hui des industriels qui investissent dans des actions d'économie d'énergie parce que le prix augmente, c'est clairement des enjeux business. Il ne faut pas se cacher la face. Donc, c'est pas une grande surprise, c'est pas un grand paradoxe. Aujourd'hui, les sociétés sont drivées par des performances financières et c'est bien là le problème. Alors, j'ai pas osé l'aborder parce que le temps imparti était un peu dépassé, mais clairement, il faut aussi revoir les indicateurs de performance, je pense, des acteurs, pas seulement industriels, pour que justement ils intègrent les impacts, l'ensemble des impacts environnementaux, écologiques, pour que justement ils puissent faire du pilotage de la performance. Je sais même pas si le terme performance est vraiment approprié, mais en tout cas qu'ils puissent intégrer ces aspects-là au-delà de l'aspect de rentabilité financière dont on peut entendre parler habituellement. Vous mettez en question la capacité même à financer la transition dans les situations de fonctionnement du système financier. Oui, alors en fait, c'est encore un autre sujet, effectivement, lié à l'investissement requis pour transformer l'industrie. Sujet évoqué d'ailleurs tout à l'heure par Pierre Musso et aussi évoqué très longuement par Pierre Vels dans son dernier ouvrage Bifurcation, qui vraiment exhorte en fait à changer de paradigme, mais de façon positive. Et il indique effectivement que la transformation, elle ne se fera pas du jour au lendemain, elle va coûter cher. Et qu'il faut surtout pas laisser les financiers aux manettes, qu'il faut vraiment que chacun se saisisse du sujet, parce que le rapport en fait des financiers, pour prendre son image que je trouve vraiment très parlante, il dit les financiers ont un rapport liquide avec les choses, alors que l'industrie a plus un rapport matériel avec les choses, et donc du coup il disait pour faire la transition de l'industrie, si on laisse les financiers aux manettes, on n'y arrivera pas. Et donc après, il y a plein de dispositifs au sein des territoires. Enfin, il y a la Banque des territoires qui est là aujourd'hui, qui pourra, je pense, vous en parler pendant ces 2 jours. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui voient le jour. Je sais que chez Coact, on a accompagné récemment la région Normandie à mettre en place en fait un fonds de compensation carbone au sein de sa région pour justement aider en fait les acteurs à financer des projets de compensation. Donc voilà, il y a plein aussi je pense de mécanismes à inventer au sein des territoires pour financer cette transformation. Avec une vision raisonnée, raisonnable. Alors pour essayer de répondre à tous les points, mais aussi à ma façon. Donc la question de la consommation, c'était évidemment, elle est centrale, c'est clair. Et l'idée que vous posiez, c'était comment on peut aussi conscientiser les gens. Si je prends l'exemple des mesures de sobriété énergétique, en fait, quand on regarde à qui elles s'adressent, elle s'adresse à ceux qui peuvent faire des efforts en la matière, c'est-à-dire qui sont les premiers gros consommateurs, on va dire. Moi, j'enseigne à l'université de Reims. J'ai des profils d'étudiants, j'ai des étudiants qui viennent de milieux pauvres, ou vraiment toute petite classe moyenne. Et quand j'en discute avec mes étudiants, ils se marrent. Ils me disent, mais monsieur, pour reprendre la formule, c'est bien de se préoccuper de la fin du monde, mais moi, mes parents, ils se préoccupent de la fin du mois. Ils reprenaient une phrase qui revient souvent. Et ça, c'est un élément aussi qui est très important, parce que demander à des gens de faire des économies, de sobriété, de mettre à 19 degrés. Enfin, il y en a un, je sais très bien qu'il n'y a pas de chauffage chez lui, par exemple. Donc, ce discours, le discours du col roulé, etc., bon, ça s'adresse à
quelques dizaines de pourcents de personnes, les classes moyennes, supérieures, et qui peuvent effectivement, qui sont les gros consommateurs, hein, qui prennent l'avion, qui ont des voitures, etc. Bon, donc ça c'est un premier élément. Deuxièmement, il y a des questions très importantes, parce que je pense on ne devrait plus consommer comme on consomme aujourd'hui, ça me semble une évidence, mais j'ai l'impression que on rentre dans les périodes de Noël. À Paris, c'est effrayant. On se dit, mais on n'a jamais été dans une hyper-consommation aussi grande. Et la première question que je me pose, c'est, mais de quels sacrifices sont capables les gens? C'est la première question qu'il faut poser. Hein, de quels sacrifices ils sont capables? Et quand on en fait la litanie, alors certes, les gens font attention, ils font du tri sélectif, etc. C'est dérisoire. C'est important, mais c'est dérisoire. Et si on devait appliquer des mesures structurelles très fortes, les gens tomberaient des nues, parce que ce serait aussi perçu comme très liberticide. Alors, il y aura une adaptation des produits, mais elle va se faire aussi naturellement. Quand on sait que les premiers rapports qui sortent, notamment sur l'automobile, en fonction des métaux rares que l'on va être capable de produire et de recycler, on ne devrait pas dépasser les 700 millions de voitures. Il n'y aura pas assez de voitures pour tout le monde. D'ailleurs, M. Tesla, il s'en fiche complètement de fournir la voiture de Mme Michu, hein, c'est clair. Donc, on va rentrer dans autre chose, naturellement. Quand vous savez qu'une voiture, elle est 95% de son temps à l'arrêt. C'est sûr qu'on va rentrer dans une économie de service. Sur le plan de l'automobile, moi-même, j'ai même plus de bagnole. À quoi ça sert d'avoir une voiture? J'ai pas besoin pour mon standing d'afficher un SUV ou quoi que ce soit. Hein, bien au contraire. Donc là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être pensées. Vous parlez du numérique, c'est les applications aussi qui vont changer énormément. Pendant longtemps, j'ai douté du rôle du numérique parce que je voyais négativement, mais là aussi, je commence à voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire tout ce que ça peut changer au sein d'une entreprise. Quand par exemple, je vois qu'il y a des entreprises qui ont perdu beaucoup d'argent et qui se préoccupaient absolument pas de savoir de la chaleur fatale qu'ils produisaient dans leur usine, alors qu'aujourd'hui ça vaut de l'or et ça permet aussi de mieux faire accepter l'usine dans son environnement. La question de la sobriété, elle est essentielle. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on commence un peu à évoquer. C'est très européen, c'est pas du tout nord-américain. Les programmes américains, le programme de Biden, c'est pas du tout un programme de sobriété. C'est un programme complètement techniciste. Biden-Trump, c'était le même combat, c'est ne pas toucher au modèle de vie américain, c'est produisons de l'énergie autrement pour continuer à consommer. L'Europe, c'est différent. Elle a intégré cette idée de la sobriété. Après, toute la question, c'est de savoir jusqu'où. Moi, je suis convaincu que les efforts à faire seront énormes en matière de sobriété, mais jusqu'à maintenant, c'est pas calculé, c'est pas énoncé. Hein. On est encore dans quelque chose, un horizon un peu lointain, on sait qu'on ne devra pas consommer de la même façon. Pour autant, on n'est pas vraiment rentré dans ces priorités. Ensuite, je ne connaissais pas ce film britannique que je vais aller voir le plus vite possible. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la question aussi sur le recouplage physique, industrie et énergie. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'avec le développement tous azimuts aujourd'hui, même si on est en retard et on va se faire taxer, si je puis dire, de 500 millions, c'était annoncé par Mme Pannier-Runacher, parce qu'on ne va pas assez vite dans l'essor des filières alternatives. Ce qui est évident, c'est que l'énergie sera partout dans nos territoires. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Vous lisez ce rapport, il mérite vraiment d'être lu, même s'il est énorme. C'est le rapport de RTE qui est quand même l'un des plus solides en matière de prévision de la consommation énergétique. Et il y a dit très clairement que dans les paysages, et moi en tant que géographe ça m'intéresse, l'industrie se verra partout, notamment sur le plan du solaire. On parle très peu du solaire, on se focalise sur l'éolien, mais ça c'est l'effet mât et ça se voit dans le paysage. Une ferme solaire, si c'est planqué dans le bocage, on ne la voit pas. Hein. Mais la production énergétique se verra partout. Et notamment pour le solaire, si on va jusqu'au bout de ce qui est demandé, ça sera la superficie d'un département.
et pas l'un des plus petits, c'est le département des Yvelines, 2600 km² de surface de parcs solaires. Je crois qu'ils annonçaient ça pour 2030-2035. C'est gigantesque, ça veut dire que ça se verra dans le paysage. Jusqu'alors, quand vous vous promenez, alors certes peut-être ici dans la région, mais globalement les gens ne la voient pas, l'énergie. Ils voient effectivement des lignes à haute tension, et peut-être un barrage hydroélectrique ou une centrale nucléaire quand on se penche à la fenêtre de son train, si on regarde le paysage. Mais là, ça deviendra omniprésent. Alors ça commence à l'être avec les parcs éoliens, et notamment sur les couloirs. On n'enlaidit pas tous les paysages. Il y a des couloirs aériens qui sont particulièrement bien référencés maintenant, parce qu'on manquait de statistiques sur la répartition géographique. On se rend compte, par exemple, que vous n'avez que 90 éoliennes terrestres dans la région PACA. C'est quand même incroyable, alors qu'on est quand même dans un couloir bien vanté. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Et pourtant, on mobilise l'opinion de manière ridicule. C'est mon opinion. Voilà. Donc en fait, se recoupe. C'est là où on voit que les milieux ruraux vont avoir un rôle très important dans la fourniture d'énergie, bien plus que par le passé. Je m'intéresse beaucoup à la question des méthaniseurs. Il y a encore 2-3 ans, je pense que le grand public ne savait même pas ce que c'était. Il y en a 9500 en Allemagne. On en a plus de 1000 aujourd'hui en France. Vous en avez 366 à l'heure où je vous parle qui sont aujourd'hui reliés donc au réseau. On a besoin de capter du méthane. Alors tout de suite, ça y est, on voit le discours. Alors est-ce qu'on va produire pour manger ou alors produire pour alimenter les méthaniseurs et fournir du gaz? La question, elle revient, et pourtant, on sait que c'est plafonné à 16% de la production agricole susceptible d'aller dans les méthaniseurs. Donc, vous voyez, la question est complexe, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les milieux ruraux sont aussi questionnés. C'est pas qu'une affaire de ville. D'ailleurs, 25% de l'emploi industriel aujourd'hui se trouve dans les milieux ruraux. Voilà, parce qu'il y a eu un glissement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 74% de l'emploi industriel, il est dans les villes de moins de 20 000 habitants. Donc c'est très structurant au niveau des territoires. Et une usine qui disparaît dans des milieux ruraux ou dans des milieux périurbains, évidemment, c'est un désastre, alors que c'est davantage digéré et ça passe presque inaperçu dans les villes. Voilà. Merci. Et ça, c'était aussi un des enseignements de l'Université territoriale en Occitanie, sur la croissance de l'emploi industriel au sens de l'emploi de production manufacturière dans les territoires ruraux, y compris dans la chaîne de valeur de l'aéronautique, par exemple. Donc ça ne concerne pas que l'agroalimentaire ou des nouvelles industries, mais aussi les industries traditionnelles. Pierre. Oui, moi j'ai 3 remarques. Sur bifurcation, on échange beaucoup avec Pierre Vels, bien sûr, et je crois qu'il a raison. Chaque fois que dans l'histoire de l'industrie, il y a eu un saut, c'est lié à une bifurcation, c'est une modification des représentations collectives. Si je vais très vite, si je prends le Moyen-Âge, bien sûr il y a des innovations technologiques, mais c'est la réévaluation du travail manuel qui avait été dévalué dans l'Antiquité. Et donc s'il n'y avait pas eu cette bifurcation, qui est largement liée à, disons, l'éthique chrétienne, il n'y aurait pas eu cette affaire. Deuxième bifurcation, au XVIIe siècle, c'est l'idée qu'il y a les sciences nouvelles qui apparaissent en Europe, mais il faut donc appliquer les sciences pour maîtriser la nature, comme dit Descartes ou Bacon. Donc c'est l'idée d'appliquer les sciences. Et au XIXe, c'est l'idée d'associer science et technique. Parce que pour nous, aujourd'hui, ça nous semble banal. Il y aurait toujours eu les sciences et les techniques. Non, non, non. Il y avait les techniques, mais la liaison science-technique, c'est une idée du 19e. Comme l'idée d'appliquer les sciences, c'est une idée du 17e. À l'échelle de l'histoire, c'est extrêmement court. Donc ce sont des vraies bifurcations des représentations collectives. Je vous passe sur les collectifs de compétences entre ingénieurs, philosophes, économistes et tutti quanti, artistes, qui se sont mobilisés à chacun de ces moments de bifurcation. On a besoin de ça aujourd'hui. J'ai dit à toute vitesse Watt, on associe Watt, James Watt, à l'histoire de la première révolution industrielle, mais James Watt, c'est le laborantin de l'université de Glasgow. Qui sait les têtes de l'université de Glasgow avec lesquelles travaille Watt? C'est Hume, David Hume, c'est Ferguson et c'est Adam Smith. Donc, s'il n'y avait pas eu ce creuset des Lumières écossaises, il n'y aurait pas eu cette bifurcation majeure.
La deuxième remarque, c'est sur la transformation. Moi, je répète, l'imagerie de l'industrie en France est négative. Et en particulier l'industrie manufacturière. Donc il y a un travail énorme à faire, depuis les manuels scolaires qu'on a évoqués, jusqu'au fait de ne pas réduire l'industrie, non seulement à l'industrie manufacturière, qui n'est qu'un aspect de l'industrie, mais en plus à la mécanisation du 19e siècle, et a fortiori à l'usine, même si elle peut avoir sa beauté par ailleurs. Donc il y a un travail à faire énorme à travers l'éducation, à travers les médias, à travers différents canaux, sur cette image. Et j'ajoute qu'on n'a pas parlé, c'est ma dernière remarque, de ce qui est quand même un moteur de croissance et sur la balance commerciale important, qui sont les industries de l'imaginaire elle-même, qu'on peut appeler industrie culturelle. Parce que si vous regardez, depuis le 19e, c'est nous qui avons inventé la France, l'industrialisation du parfum, l'industrialisation de la mode, l'industrialisation du luxe, c'est encore des grands groupes mondiaux aujourd'hui, de la vidéo, on a inventé le cinéma, on est encore très fort en matière de logiciels, contrairement à ce qu'on dit. Je pense à Dassault Systèmes, mais en matière de jeux vidéo, Ubisoft ou d'autres. Donc, sur les industries dites culturelles, la France est très bien positionnée. C'est d'ailleurs son image à l'étranger. C'est pas un hasard. Je crois qu'on ne met pas assez en avant cet aspect-là. Et ça veut dire que si on réfléchit à la numérisation et aux grands projets liés au numérique, je crois qu'il faut mettre en avant la question culturelle. Parce que c'est l'atout et c'est l'image française et des compétences qui sont extrêmement prégnantes. Et pas réduire chaque fois l'industrie à l'industrie manufacturière. Au passage, juste sur numérique, pourquoi je suis sceptique sur le terme numérique et critique. Les mots sont très importants, chaque fois dans ces affaires. C'est qu'est-ce qui se joue derrière numérique ? Numérique, c'est informatisation. La rupture scientifique, c'est l'informatique. Et c'est sa rencontre avec l'industrie des réseaux de communication, les télécoms. Donc, si on veut être précis, ce serait la téléinformatisation. Évidemment, le terme ne fait pas chic, il fait ringard, il fait tout ce qu'on veut. Mais c'est fondamental, parce que sinon, on ne comprend pas que le système d'information et que la question de l'informatique, on n'est plus dans la mécanisation, on n'est plus dans l'électrification, même si elle a des problèmes, on est dans l'informatisation généralisée. Donc, comme il n'y a pas de réflexion en profondeur sur l'informatique, qu'est-ce que c'est que l'informatique et l'informatique en réseau, ça reste une affaire d'ingénieurs ou de spécialistes. Et c'est fondamental parce que c'est le cœur du système de production contemporain. Vous pouvez rajouter juste un mot sur le rôle du Bauhaus en Allemagne sur la transformation de l'industrie. Ah ben oui, merci. Parce que si industrie et culture c'est fondamental, regardez la culture allemande et italienne, qui sont les deux puissances européennes industrielles. En Italie, vous avez toute une culture du design et bien sûr de la création liée à l'histoire de l'Italie. Mais en Allemagne, vous avez la rupture du Bauhaus, qui est fondamentale. C'est la rencontre, justement, un moment de bifurcation. On leur dit que c'est l'invention du design, d'accord, mais ça, c'est l'aspect un peu secondaire. C'est la rencontre entre le monde artistique, économique et industriel, qui est refait par l'école d'Ulm, à nouveau en Allemagne, après-guerre. Par exemple, Jonathan Ive, qui était le designer d'Apple, il a été formé à Ulm. C'est avec toute cette culture. Et Steve Jobs lui-même, avec la calligraphie et puis l'école des Hallen, a baigné, j'ai parlé de Pixar et Walt Disney, mais il a baigné dans cette culture. Et Walt Disney, c'est très important, effectivement, pour l'image. Donc, s'il n'y a pas ces moments de bifurcation qui rassemblent des visions différentes et des compétences différentes, il ne peut pas y avoir de vraie bifurcation. Ça ne peut pas rester qu'une affaire, je dirais, d'ingénieurs, d'industriels ou de volonté politique. C'est vraiment une rencontre de représentation collective par les acteurs sur les territoires à différentes échelles. Là, puis ce sera peut-être la dernière, puisqu'ensuite on sera en pause. Juste derrière le photo.
2. Vous m'entendez? Donc, Sylvain Léniel, donc CEREMA Normandie, Centre-Val de Loire. Je trouve très, très inspirant la notion effectivement de bifurcation. Et moi, je m'interrogeais par rapport à des tendances qu'on peut observer, notamment au niveau du modèle de la grande distribution, où on voit qu'en fait, on est en train de changer les échelles. On voit que le modèle de l'hypermarché hyper concentré avec, je dirais, une ville, je dirais, un temple de la consommation, etc. C'est en train de changer avec effectivement des parts de marché qui sont perdues d'année en année. Hein. C'est une notoriété publique. Donc plusieurs pourcents, je dirais, de parts de marché qui sont perdues au profit effectivement des petits modèles, des modèles de supermarché, des modèles de proximité. Et donc j'étais en train de me poser la question, puisqu'en fait on va avoir des tendances aussi dans les années à venir, avec notamment sur la question des déchets, l'obligation de toute façon de réemploi, hein, de reconditionnement, la question aussi peut-être de la consigne qui va revenir, comme elle revient déjà en Allemagne, avec peut-être aussi du coup tout le circuit logistique, tout le circuit aussi de production, tout le circuit peut-être aussi de distribution, avec peut-être des intermédiaires qui vont devoir aussi se réorganiser, hein, se modifier. Donc moi, je voulais vous poser la question par rapport à la question de la taille et de la structure de l'industrie, c'est-à-dire que là où on avait des modèles qui ont, enfin, il me semble, été d'essayer de concentrer les notions d'économie d'échelle, les notions effectivement d'essayer de concentrer les productions, concentrer, je dirais un peu la main-d'œuvre, perdre effectivement, enfin comment dire, optimiser aussi donc les coûts, et puis derrière effectivement rendu possible par les chaînes logistiques. Est-ce que ces modèles-là vont pas être aussi réinterrogés à l'avenir? Et notamment, enfin, j'avais aussi une autre question par rapport à ce qu'on appelle la spécialisation intelligente au sens politique européenne, qui demande au fait au territoire à ce que effectivement il y ait des 2-3 sujets sur lesquels effectivement les territoires se concentrent en matière de compétitivité. Est-ce que aussi cette question-là va pas aussi être réinterrogée, puisqu'on voit que les territoires qui s'en sortent le mieux à l'heure actuelle, ce sont ceux qui justement n'ont pas une spécialisation, mais plusieurs cordes à leurs arcs. Merci. Alors, la question est intéressante. Effectivement, on observe aujourd'hui un changement de stratégie, mais très fort, hein, de la part des grands groupes. Moi, ce que je note plutôt, c'est l'adaptation des grands groupes, des grands distributeurs comme Carrefour, par exemple, qui actent la paupérisation de la petite classe moyenne. C'est d'abord ça qu'il faut relever. On voit que des modèles qui viennent du Brésil, qui étaient pensés pour le Brésil et les pays émergents, on voit que ça commence à être pensé dans le cas français. Donc en fait, tous les discours qui, depuis 10 ans, 15 ans de Piketty, notamment sur la paupérisation de la classe moyenne, c'est vraiment, alors surtout dans la période actuelle, qui accélère cette situation. D'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes, c'est fondamentalement ça. Hein. C'est des gens qui travaillent, mais qui s'inquiétaient, avec des salaires très faibles, qui s'inquiétaient évidemment pour leur avenir. Donc, moi, je mettrais quand même une nuance, hein, sur. Effectivement, on voit que on a des enseignes qui reviennent dans les centres-villes, etc. Mais c'est pas pour toucher le même public. Mais regardez la puissance aujourd'hui de plateformes comme Amazon, etc. qui livrent. Alors, l'empreinte carbone de cette activité devrait être quand même posée, parce que en fait, on fait plus ses courses physiquement de moins en moins dans les hypermarchés. Mais alors, quand je vois des tonnes de cartons dans la rue, enfin, c'est un marqueur incroyable de cette. Et les gens ne pourraient plus s'en passer. C'est comme de leur téléphone. Et surtout quand on habite en périurbain ou même en milieu rural, on se fait livrer pour éviter de se déplacer. Donc je relativiserai de ce point de vue-là. Néanmoins, je trouve très intéressant ce que vous dites, la question des échelles. Effectivement, notamment dans le domaine manufacturier, ça se sent très bien. En fait, on commence à appliquer de manière un peu plus savante des choses qui sont connues depuis longtemps. L'économie circulaire, par exemple, il y a un territoire où je trouve que c'est très intéressant, c'est à Dunkerque, hein, où ça a
c'est un vrai laboratoire en la matière. Il y a une thèse notamment qui se fait en ce moment. Je suis dans le comité de thèse, donc j'arrive à la suivre. Quand on cartographie les relations entre les différents industriels qui échangent entre eux pour savoir qui va me reprendre ses sous-produits, etc., alors qu'avant tout ça s'était mis à la poubelle, ou alors la chaleur fatale qui partait dans l'air. Donc il y a cette préoccupation. Deuxièmement, la crise de la mondialisation contemporaine, les impératifs de décarbonation, la cherté du coût de l'énergie, parce que jusqu'en 2002, les coûts de l'énergie, c'était ridicule. On n'y parlait même pas. Vous voyez, entre 2002 et 2007, ça a absolument explosé avec tous les cours des matières premières. Puis après, il y a eu la crise des subprimes qui a, voilà. Et puis après, il y a eu un retour. On sait que l'énergie va coûter très cher. Et donc, c'est vrai que toutes les supply chains, les chaînes d'approvisionnement, aujourd'hui, on s'interroge. Alors, moi, ce que je trouve un peu navrant, c'est que dans le débat actuel, notamment chez les économistes, c'est de dire, oui, alors certes, on est dépendant de la Chine, on l'a appris. Mais il va falloir, en fait, tout simplement diversifier. On va aller au Vietnam, on va aller en Indonésie, etc. Mais ça ne résout pas du tout la question de l'empreinte carbone des activités. Bon, et donc, on a un peu deux écoles qui se heurtent aujourd'hui. Ceux qui disent, oula, c'est préserver vraiment le libre-échange tel qu'il est dans ses aberrations, l'hyper-mondialisation telle qu'elle est décriée par Danny Roderick, qui est un économiste américain dont je vous recommande la lecture. Il y a ça. Et puis il y a tous ceux qui disent, mais on a été trop loin dans la mondialisation, dans cette hyper-mondialisation, ce qui ne veut pas dire qu'on va tout détricoter. Hein, il y a des formes de mondialisation qui doivent perdurer. Mais néanmoins, c'est vrai que ça réinterroge le local, ça réinterroge des circuits courts, parce que c'est de l'activité dans nos territoires. Et les territoires, ils ont bien envie de profiter de ces activités qui peuvent revenir, qui peuvent se relocaliser, qui peuvent se redéployer. Et la question de la souveraineté est très importante de ce point de vue-là. C'est pas que le Made in France, qui est vraiment porté par les bobos, hein, faut être très clair, heureusement qu'ils sont là pour porter toutes ces industries dans le lin, dans le slip français, devant lait, etc. Moi, je vois la renaissance à Romilly, à Troyes, de l'industrie textile. Je voyais des grands cabinets d'audit et de conseil, de management qui disent, mais c'est dingue ce qui s'y passe. Personne n'aurait mis un copec il y a 10 ans. Personne. Il y avait un savoir-faire dans ce territoire et ça fait fait bottom-up. Alors là, c'est assez décoiffant parce qu'il y a une culture industrielle. Il y a eu des investisseurs étrangers, des Suisses notamment, qui ont cru dur comme fer. Et puis on embauche. Alors c'est 800 personnes cette année, ça sera 500 personnes l'année prochaine, avec un problème pour qualifier les gens. Voilà. Heureusement qu'il y a ce rôle du Made in France. Mais je suis d'accord avec vous. On va avoir aussi, notamment dans plein de petits domaines qui ne sont pas priorisés par l'État, parce que l'État aujourd'hui, dans les stratégies de réindustrialisation, c'est tout ce qui peut tirer l'exportation. Voilà, ça sera les gigafactories, dans les batteries, dans l'hydrogène vert, dans l'hydrolyse, c'est également dans les microprocesseurs, etc. C'est d'abord ça que l'on vise, parce qu'on a enfin compris que c'était l'industrie qui tirait le commerce extérieur. Et comme on est dans les profondeurs abyssales et que ça fait bien longtemps qu'on a creusé le fond de la piscine, on va sans doute de l'autre côté de la Terre, il y a une nécessité aussi de réindustrialiser, parce qu'on a enfin compris cette réalité, c'est que l'industrie, elle est profondément géopolitique. On l'a complètement oublié ces 30 dernières années. Les pays qu'on respecte aujourd'hui, les grandes puissances, Biden l'a parfaitement compris, c'est des pays qui sont industrialisés. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire que c'est un moteur qui doit être très puissant de réindustrialisation en Europe, mais en France également. Merci François. On va faire une pause de 15 minutes. Ensuite, on va reprendre avec la manière dont des écosystèmes territoriaux se sont organisés, ont travaillé collectivement et se sont projetés dans le temps. Et je pense qu'y compris la région d'Italie ou Dunkerque, par exemple, pourront éclairer la question de la spécialisation. Comment on fait des choix de thématiques ou de concentration économique dans des régions, ça prolongera la question que vous avez posée. Merci.